Bonjour, ici Catherine Dionne et bienvenue à cette nouvelle édition de The UXer. Aujourd'hui, pour vous, on a une entrevue avec Tony Aubé qu'on a rencontré au WAC, donc le Web à Québec. Il est designer UX/UI et vient nous parler de blockchain. Également, on va aller rejoindre Jean-François qui interviewe Martin Rosenmayer de Car2Go en direct de l'Allemagne. Ils parleront de transport partagé et d'expérience utilisateur. Nous vous rappelons également de vous procurer vos billets pour le prochain Cannes UX qui se tiendra en novembre à Ottawa. Les billets sont présentement en vente sur le site canneux.io. Merci d'être à l'écoute. Bonjour Jean-François. Bonjour Catherine. Il y a quelques semaines, on est allé au WAC, donc le Web à Québec avec Jean-François. Ben oui, on a eu l'occasion d'aller couvrir cet événement-là. On a eu un partenariat avec eux, puis on a eu l'occasion de parler avec Joey Bussière, le grand fondateur de l'IBO à Québec et de l'événement aussi. Oui, et on a eu aussi l'occasion de parler avec beaucoup de professionnels. Donc, dans le cadre de notre partenariat, on est allé faire des belles entrevues pour vous. La première aujourd'hui qu'on va vous présenter, c'est l'entrevue qu'on a fait avec Tony Aubé, qui était conférencier cette année encore au WAC. Tony qui répond présent pas mal à chaque année, finalement, quand c'est le temps de proposer des entrevues puis de proposer des conférences dans le cadre du WAC. Il est bien gentil, c'est notre représentant québécois. Bon, il y en a beaucoup là, en Silicon Valley, mais il est là depuis quelques années, il est tout jeune quand même. Puis il est là dans la Silicon Valley, puis il fait son petit bout de chemin là-dedans, puis c'est un gars dynamique. Oui, là. ça fait plusieurs années. À chaque année, il nous revient avec un nouveau sujet. L'année dernière, justement, il avait parlé du travail qu'il faisait pour la compagnie pour laquelle il travaille, qui est Osmo. Il parlait de réalité augmentée. Cette année, il est revenu avec un sujet complètement différent. Il nous parle de blockchain et de crypto-monnaie. Donc, Tony, depuis 4 ans, il a investi dans plusieurs projets en crypto-monnaie. Il y a un portefeuille qui disait, je crois, d'une 50aine de projets différents ou d'entreprises différentes. Ce serait à confirmer avec lui, mais on s'intéressait pas spécialement à son portefeuille, mais plutôt au principe de la blockchain et de la crypto-monnaie. Il est venu, en fait, nous parler de ça suite à tout ce qu'il avait appris dans ses projets d'investissement, mais aussi par rapport suite à une émission qui s'est faite, qui Tout le monde en parle, où est-ce qu'il y avait eu une tentative de vulgarisation des blockchains et de la crypto-monnaie, et l'écho sur le net était plutôt désastreux un peu. Les gens, à la fin de l'émission, n'avaient pas vraiment compris qu'est-ce que c'était. En fait, même, il y avait des gens qui étaient plus mélangés qu'avant, malheureusement. Puis même dans notre métier, je pense que ça reste encore une notion un peu nébuleuse parce qu'on en cherche des applications concrètes. Puis c'était ça dans la conférence de Tony qui était intéressant parce qu'il avait pris la peine de nous donner des exemples d'applications du blockchain dans des domaines, par exemple. Dans les voitures intelligentes, voilà. qui est les voitures autonomes. Donc, comment est-ce que la blockchain permettrait à une voiture de non seulement être complètement autonome, mais on ne parle pas juste de la conduite, on parle carrément, la voiture aurait son propre compte, prendrait finalement presque une personne à part entière au point de vue de l'économie. Donc, c'était quand même des thématiques assez funky. Puis, c'était super intéressant parce qu'à la fin également, il y avait une période de questions, puis tu voyais que les gens avaient vraiment bien compris qu'est-ce que c'était la blockchain. Donc, il a pris un peu de son temps suite à la conférence pour venir nous expliquer un peu pourquoi il avait fait cette conférence-là, mais aussi qu'est-ce que c'était un peu la blockchain. On va être capable d'aller rechercher des aspects intéressants dans la... C'est le signe d'une bonne conférence quand tout le monde se lève et ont le goût d'aller en faire. Ils ont le goût d'aller appliquer ça dans leur projet. Puis on était là. Oui, pas mal. Les gens, à la fin de la conférence, mentionnaient puis posaient des questions sur les différents types de crypto-monnaie, puis un peu plus. Puis je pense que Tony avait un contrat pour faire un peu de tutorat pour les gens qui voulaient se lancer. Donc, je pense que les gens ont extrêmement apprécié la conférence. Alors, on va entendre ton entrevue? Oui, on va aller entendre Tony Aubé sur la blockchain et la crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, je venais parler de blockchain, crypto-monnaie, donc toute la révolution autour de cette nouvelle technologie-là, par exemple comme Bitcoin. Et je venais faire une introduction, vraiment expliquer comment la technologie fonctionne et l'impact potentiel sur la société. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir ce sujet-là aujourd'hui? Donc, à chaque année, j'essaie de me forcer à apprendre un nouveau sujet que je trouve qui est de l'heure, qui est important justement à expliquer aux gens. Comme l'année passée au WAC, je parlais d'intelligence artificielle. Cette année, en fait, 2017, ça a vraiment été l'année des crypto-monnaies où que tout le monde a commencé à en parler. C'est vraiment devenu populaire. Et moi, j'ai été chanceux, j'ai été introduit à ça vraiment tôt. Donc, il y a plusieurs années déjà que je suis dans le domaine, que je connais ça, que je comprends ça. Je suis dans les réseaux à Silicon Valley, justement, qui parlent beaucoup de cette technologie-là. Et je trouvais que ça valait la peine de justement amener ce sujet-là à Québec pour venir introduire les gens. Et je trouve aussi beaucoup qu'énormément de gens parlent de Bitcoin, parlent des crypto-monnaies, mais l'expliquent vraiment mal. Donc, par exemple,
il y a quelques semaines, à Tout le monde en parle, il y avait comme un groupe d'experts qui était venu parler et ça avait rapidement viré en débat. Puis on a un peu raté l'occasion de vraiment expliquer comment la technologie fonctionne. Donc mon objectif, c'est de expliquer la technologie et fondements derrière, par exemple, Bitcoin, mais aussi de parler de l'utilisation potentielle dans le futur de cette technologie-là qui, selon moi, est révolutionnaire. Tu as abordé différents aspects par rapport à la crypto-monnaie. Tu as parlé beaucoup aussi du blockchain, comme le fait que c'était une technologie, finalement, qui était très communicante avec les bitcoins, les crypto-monnaies. Est-ce que tu peux me dire rapidement un peu pourquoi tu penses que les blockchains, c'est quelque chose qui va de pair avec la crypto-monnaie? Ouais. Blockchain, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que Bitcoin, c'est intéressant, mais la vraie révolution derrière Bitcoin, c'est blockchain. Et ça, c'est faux. C'est un peu une mauvaise compréhension de comment ça fonctionne, Bitcoin. Et il y a plusieurs technologies, y compris la blockchain, qui viennent faire de Bitcoin un peu cette révolution-là vraiment incroyable. Et essentiellement, qu'est-ce que ça permet de faire, Bitcoin, blockchain, les crypto-monnaies? C'est que pour la première fois depuis le début de l'histoire de l'humanité, on peut créer des objets numériques qui sont uniques. Donc, on ne peut plus dupliquer. Donc, par exemple, si j'ai un Bitcoin, ce Bitcoin-là peut juste exister à un seul endroit sur la planète Terre en même temps. Donc, on vient ramener un peu des propriétés d'objets réels dans le monde du numérique. Essentiellement, on vient enlever une fonctionnalité du numérique qui est la propriété de dupliquer l'information, de dupliquer les objets numériques. Et en enlevant cette propriété-là, on vient vraiment révolutionner le monde de l'informatique, mais aussi le monde de la finance et plus encore. Tu as parlé aussi qu'un des aspects qui était très particulier à toute la crypto-monnaie et le blockchain, c'est l'aspect de transparence. Oui. En quoi est-ce que ça se distingue de ce qu'on a actuellement, cette transparence-là? Donc, et ça, c'est c'est un peu une méconception autour de Bitcoin. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent Bitcoin, c'est privé. C'est utilisé pour faire des transactions criminelles, etc. Et encore une fois, c'est une mauvaise compréhension de comment ça fonctionne. Donc, la blockchain de Bitcoin, elle est publique. N'importe qui peut aller la télécharger sur le site bitcoin.org. Et donc, n'importe qui peut aller voir toutes les transactions qui ont été faites sur le réseau Bitcoin depuis le début de son existence. Et à ce moment-là, c'est pseudo-anonyme dans le sens qu'on peut voir quelle adresse qui envoie combien d'argent à qui. Mais le défi, c'est de savoir à qui appartient l'adresse. Et éventuellement, on pourrait s'imaginer un monde où, par exemple, tout l'argent est de type crypto-monnaie. Donc, les gouvernements au complet pourraient mettre toutes leurs finances sur des blockchains qui seraient complètement transparentes. Et n'importe qui pourrait aller, par exemple, visiter l'adresse du gouvernement et voir que, bel et bien, le gouvernement investit 20 par exemple, dans l'éducation. Et tout se fait de façon automatisée parce qu'une autre des innovations, justement, de Bitcoin, des crypto-monnaies, c'est qu'on peut maintenant programmer l'argent. Donc, on peut venir mettre des conditions, on peut venir mettre du code qui vient automatiser les transactions. Donc, c'est vraiment révolutionnaire à ce niveau-là également. Tu parlais également que, un des avantages à ça, c'est que le gouvernement n'est plus le propriétaire, n'est plus finalement l'agent contrôleur de la monnaie. Ouais. Quel genre de protection ça offre aux citoyens, ce genre d'approche-là? Ouais. Donc ça, c'est une autre révolution. Donc pour la première fois depuis l'histoire de l'humanité, en fait, peut-être pas depuis le début, mais depuis très longtemps, ce n'est plus les gouvernements qui ont le contrôle, le monopole absolu sur l'argent. Donc maintenant, n'importe qui peut venir créer sa propre crypto-monnaie et commencer à faire du troc, à commencer à faire de l'échange avec ses pairs sans avoir à demander la permission aux banques ou à demander la permission au gouvernement. Et donc ça amène plusieurs questions. Donc probablement que le gouvernement va vouloir contrôler Bitcoin éventuellement parce que ça peut amener beaucoup de fraude, ça peut amener beaucoup de blanchiment d'argent si on passe par exemple au privacy coin, des coins qui sont intraçables, donc toutes les transactions sont intraçables. Mais en même temps, un autre aspect aussi qui est intéressant, selon moi, c'est que Bitcoin, ça vient rajouter de la compétition contre les gouvernements. Donc, les gouvernements n'ont plus le monopole sur l'argent. Et donc, ils ne peuvent plus faire nécessairement ce qu'ils veulent au niveau monétaire. Ils ne peuvent plus agir de façon irresponsable parce que s'ils le font, les gens vont aller chercher une porte de sortie. Ils vont sortir de l'économie nationale. Ils vont aller dans l'économie numérique. Ils vont acheter des bitcoins, ils vont acheter des Ethereum. Ils vont pouvoir fonctionner dans la société quand même sans avoir à passer par des systèmes gouvernementaux. Tu avais donné un exemple très précis d'ailleurs à ce niveau-là. Donc, tu me disais que dans tes poches, toujours un billet de combien, en fait? 100 trilliards de dollars. Oui. De la République du Zimbabwe. Et ça, en fait, je le garde dans mes poches un peu comme un rappel pour me rappeler qu'est-ce qui se passe quand les gouvernements, les institutions financières deviennent irresponsables. Donc, je peux montrer à la caméra. Et ça, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au Zimbabwe, dans les années 80, le dollar du Zimbabwe valait à peu près la même chose qu'un dollar américain. Le gouvernement a un peu scrappé l'économie et dans un effort désespéré de sauver l'économie, ils sont mis à imprimer plein d'argent. Donc, du jour au lendemain, le gouvernement imprimait des billets de 100 millions, de 100 milliards de dollars.
Et donc, les gens qui avaient travaillé très durement pour économiser tout leur argent, ben, ils ont vu leur argent, la valeur, être complètement diluée du jour au lendemain. Et Bitcoin, justement, ça offre une certaine forme de protection. C'est-à-dire que si le gouvernement commence à faire des trucs un peu louches comme ça, ben, on peut décider de sortir de l'économie, d'investir, par exemple, dans le Bitcoin, qui est une monnaie globale, qui n'est pas affectée par les changements locaux au niveau du gouvernement. Et donc, ça rajoute une espèce de couche de protection supplémentaire. Donc, les gens ont maintenant le choix, ils ont de la compétition. Et si le gouvernement ne fait pas leur affaire, si les banques ne font pas leur affaire, ils peuvent aller voir les compétiteurs qui sont globales, distribués à travers le monde. Tu disais également que quelqu'un, justement, qui se retrouve à être dans un pays où est-ce que, bon, il y a de l'instabilité au niveau du gouvernement, il arrive quoi que ce soit, bon, l'argent qui est, disons, standard dans le pays, il y a quelque chose, la banque est détruite ou quoi que ce soit, si cette situation-là se produit et que la personne a de la crypto-monnaie, ça ne l'impacte pas. Pourquoi ça ne l'impacte pas? Donc, ça, c'est un autre cas d'utilisation vraiment incroyable de, par exemple, Bitcoin. Si on pense, par exemple, le conflit en Syrie, donc énormément de gens en Syrie qui avaient travaillé très durement toute leur vie pour économiser de l'argent qu'ils avaient mis dans les banques. Et du jour au lendemain, la banque explose, les terroristes partent avec tout l'argent et ces gens-là se retrouvent sans papier. Il n'y a plus aucune preuve de toute la valeur qu'ils possédaient, par exemple, en banque, ou bien de leur possession, par exemple, la maison ou la voiture, peu importe, tout est perdu. Et au contraire, si ces gens-là avaient utilisé, par exemple, Bitcoin et qui avaient utilisé, comme par exemple, ce qu'on appelle la clé mnémonique, qui est un mot de passe, une série de 12 mots qu'on mémorise dans notre cerveau, et essentiellement, ça fait que notre argent est dans notre tête. Donc, ces gens-là qui se retrouvent, par exemple, après, en France ou bien au Canada, s'ils avaient mis leur argent sur Bitcoin et ils avaient mémorisé cette clé-là, peu importe dans quel pays ils se trouvent, bien, ils ont toujours accès à leur argent et ils peuvent justement se protéger. Parce que comme on sait, on ne peut pas faire sauter la banque de Bitcoin. Bitcoin, c'est un réseau global, décentralisé, distribué à travers la planète. Il y a des gens qui sont inquiets, par exemple, par rapport au Bitcoin parce que la grande majorité des Bitcoins sont possédés par une infime minorité de gens. Est-ce que tu penses qu'il y a un danger par rapport à ça? Oui, bien ça, c'est un des problèmes justement autour de Bitcoin, c'est que ça a vraiment été accaparé par les gens qui connaissaient la technologie vraiment dans les débuts, donc les mineurs, ceux qui minaient Bitcoin dans les années 2010-2011. Et en ce moment, bien, la distribution de l'argent dans le monde du Bitcoin est extrêmement mauvaise. Donc 4% des adresses Bitcoin qui possèdent 96% de tous les Bitcoins sur la planète. Si Bitcoin, c'était un pays, ça serait probablement l'un des pires pays au niveau de l'égalité salariale, l'égalité financière. Et donc, il y a beaucoup de gens qui pensent justement à la création de nouvelles crypto-monnaies qui seraient distribuées de façon beaucoup plus démocratique, de façon à créer une économie qui est beaucoup plus riche, qui est beaucoup plus égalitaire. Toi, tu penses qu'il va y avoir beaucoup de crypto-monnaies comme ça qui va se créer dans les prochaines années? Oui. Bien, selon moi, c'est une des innovations que ça va amener. Au même titre que Internet a révolutionné, par exemple, les médias. Donc, à l'époque, il y avait peut-être 3 postes de télévision à la télévision. Aujourd'hui, bien, il y a des millions de channels YouTube. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Je pense que les crypto-monnaies, ça va amener le même changement dans le domaine de l'argent. Donc, aujourd'hui, il y a peut-être une monnaie canadienne, une monnaie américaine. Dans le futur, dans peut-être 10-20 ans, il va y avoir des millions et des millions de monnaies. Par exemple, n'importe qui peut créer sa propre monnaie. Les familles vont pouvoir avoir leur propre coin pour faire des échanges entre eux. Les communautés locales également. Probablement que les gouvernements vont avoir leur propre crypto-monnaie et peut-être même qu'il va y avoir une monnaie mondiale. Par exemple, les crypto-monnaies, ça repose beaucoup sur l'utilisation, tu disais, du blockchain, puis de la vérification qui va avec ça. Cette vérification-là demande des ordinateurs qui sont très puissants et donc entraîne une consommation énergétique très importante aussi. Ouais. Comment tu vois l'évolution finalement de la crypto-monnaie sans avoir un grand problème au niveau de la consommation énergétique et un impact environnemental qui s'associe à ça? Oui. Et ça, en fait, la consommation d'énergie, c'est un sujet qui n'est pas très bien compris. Les gens disent « Ah, on vient créer des bitcoins en utilisant de l'électricité », et c'est pas nécessairement comme ça que ça marche. Pourquoi ça nécessite de l'électricité, en fait, faire rouler le réseau Bitcoin, c'est une forme de protection supplémentaire pour empêcher, par exemple, le spam ou la fraude. Puis, ben, Bitcoin, c'est vraiment la première version de ça. Donc, l'algorithme Proof of Work, justement, qui consomme beaucoup d'électricité, c'était une première version. Et ça fonctionnait bien quand c'était à petite échelle, mais une fois que Bitcoin est devenu si populaire, par exemple, en 2017, et que tout le monde s'est mis à l'utiliser, donc ça a un peu explosé, ben, les coûts énergétiques sont vraiment devenus hors de contrôle. Donc,
C'est important de se rappeler que Bitcoin, les crypto-monnaies, c'est vraiment dans les débuts, c'est les balbutiements. La technologie n'est pas encore parfaite, les gens travaillent là-dessus et il y a beaucoup de gens qui travaillent à développer des nouvelles technologies, par exemple Proof of Stake, donc Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus populaire, qui va transiger à ça au courant de l'année et qui devrait consommer énormément moins d'électricité. Donc, c'est en cours de construction. Ça ne sera pas parfait dans les débuts, tout comme l'Internet, dans les débuts, c'était lent, c'était pas parfait, mais éventuellement, la technologie va se développer et ça va devenir, on va régler chacun des problèmes un à un. D'ailleurs, tu parlais justement qu'il y a un côté où est-ce qu'on pourrait même aller insérer de l'intelligence artificielle, tu partais avec ces idées-là. Ouais. Tu as fait un exemple qui est assez original aussi, où est-ce qu'on voit une voiture être son propre propriétaire, finalement. Ouais. Ça, c'est une autre révolution dont tu parlais. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça peut amener comme drôle de situation de ce genre-là? Ben, en fait, les crypto-monnaies, ça amène deux révolutions qui sont vraiment fondamentales. D'abord, pour la première fois, on peut venir programmer de l'argent. Et pour la première fois, les ordinateurs peuvent avoir leur propre compte de banque. Donc, Bitcoin se fiche que tu sois un être humain ou un ordinateur. Pour lui, ça va fonctionner quand même. Et donc là, si on pense à ça, on peut vraiment faire des programmes qui vont vivre sur la blockchain, par exemple Ethereum, qui va être 100% autonome, qui va être doté d'intelligence artificielle, qui vont avoir accès à leur propre compte de banque et qui vont pouvoir interagir dans le monde réel de la même façon qu'un être humain peut le faire et participer à l'économie globale. Un des exemples que j'ai donné, c'était la voiture intelligente sans conducteur. Donc, avec la blockchain, on pourrait littéralement venir donner un compte de banque à cette voiture-là. Et la voiture pourrait se promener, travailler de façon complètement autonome, cumuler son argent et après réutiliser son argent pour, par exemple, payer son essence, rembourser son coût de production, par exemple, à Toyota. Et même s'il y a un accident, peut-être payer les frais de réparation, etc. Donc, ça amène vraiment des concepts assez pétés. C'est sûr que on est encore très loin de là aujourd'hui. Mais éventuellement, c'est des choses qui seraient possibles potentiellement avec la blockchain et l'intelligence artificielle. Là, on vient quand même de toucher à trois sujets qui sont assez complexes. On parle d'intelligence artificielle, c'est déjà un sujet qui n'est pas très démocratisé. On parle de blockchain, on parle de crypto-monnaie. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ça, sachant qu'il y a des gens, justement, que c'est pas des technologies qui vont aller naturellement vers parce qu'ils ne les comprennent pas, c'est assez obscur et tout. Comment tu vois la démocratisation de ces concepts-là? D'abord, c'est important d'en parler, puis c'est pourquoi je suis venu le présenter au WAC. Selon moi, beaucoup de gens parlent de Bitcoin, par exemple, puis ils pensent que c'est un peu comme une nouvelle forme de PayPal un peu bizarre, puis ils ne comprennent pas vraiment l'intérêt. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'expliquer les changements fondamentaux que cette nouvelle technologie-là peut amener. Et une fois qu'on comprend ça, je pense que tranquillement, pas vite, les gens vont s'habituer à cette nouvelle technologie-là. Tu sais, mettons, je regardais une vidéo dans les débuts d'Internet où, par exemple, il en parlait aux nouvelles, puis le journaliste demandait à l'autre, OK, Internet, c'est les www ou c'est le A commercial? L'autre dit, je pense que c'est le A commercial. Donc, tu sais, il y avait vraiment une mauvaise compréhension du système et éventuellement, les gens ont appris. Donc, aujourd'hui, tout le monde sait c'est quoi un www ou un A commercial. Et je pense que la même chose va se passer dans le domaine de la blockchain ou de l'intelligence artificielle. Donc, les gens vont apprendre c'est quoi un smart contract. Les gens vont apprendre à utiliser leurs adresses Bitcoin, leurs clés privées, etc. Donc, c'est juste une question de temps et d'éducation. À ce moment-là, si les gens voudraient avoir plus d'informations, sont intéressés par ton travail, ce que tu as à dire sur le sujet, est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'ils pourraient aller te rejoindre, avoir peut-être sur les réseaux sociaux? Oui, donc je vous invite à me suivre sur mon Twitter, sur mon Medium également. Donc, juste chercher Tony Aubé sur Twitter et sur Medium, vous allez avoir accès à mon compte. Je partage énormément d'informations sur les crypto-monnaies, autant sur l'intelligence artificielle et le design également. Et ma présentation que j'ai faite au WAC va se retrouver sur YouTube d'ici 2 ou 3 semaines. Donc, si vous me suivez sur YouTube, Tony Aubé, WAC, W-A-Q, 1-8, vous allez pouvoir justement voir ma présentation qui a été filmée, qui va être disponible à tous. Si vous voulez en savoir plus sur le blockchain ou la crypto-monnaie, nous vous conseillons bien entendu d'écouter la présentation de Tony, La révolution blockchain, introduction aux crypto-monnaies. C'est disponible sur YouTube. Vous pouvez également lire The Internet of Money, volume 1 et 2, disponible sur Amazon. Vous retrouverez les liens vers ces sources sur notre site Internet. C'est maintenant le temps d'écouter l'entrevue de Jean-François Poulain. Jean-François, cette semaine, tu es allé rencontrer quelqu'un de chez Car2Go. Oui, exactement. J'ai rencontré Martin Kosenmeier qui vient originalement du Danemark, mais qui habite maintenant à Stuttgart, en Allemagne. C'était une entrevue que je voulais faire depuis longtemps avec quelqu'un qui était dans le domaine de l'auto partagé.
parce que moi, j'en suis un utilisateur assidu. J'utilise Communauto, j'ai Car2Go aussi, puis pour l'essayer, hein, dans le cadre de l'expérience utilisateur, c'est le bon d'essayer les choses qui sont dans notre domaine un peu. Oui. Puis c'est particulier parce que tu as vraiment une expérience de A à Z avec eux, du moment où tu prends la carte, la vitesse à laquelle tu la reçois, niveau de complication quasiment nul, capable de conduire une voiture, le moment où tu t'assois dans la voiture, le confort, Mais l'odeur, même tout depuis ça. Là. l'inscription, je veux dire, Oui. l'inscription en tant que telle est tellement simple. Exact. On prend le téléphone, on s'inscrit, on prend une photo de notre permis, puis c'est une histoire de quelques heures, on reçoit la confirmation, puis on Absolument. est prêt à partir. Donc, Ouais. c'est très rapide. C'est vraiment une expérience qui a été conçue et pensée de A à Z, comme on dit, depuis le premier contact. Ouais. Est-ce qu'ils ont des méthodes particulières pour arriver à ça? Comment ils fonctionnent pour réussir à garder une belle uniformité comme ça dans l'expérience? Bien, d'abord, ils sont choyés un peu parce qu'ils sont une compagnie qui est issue de la compagnie qui construise la voiture. Donc, la voiture est construite par Daimler. Donc, ce sont eux qui, en même temps, ça leur impose des contraintes parce que le fabricant leur dit « Voici la voiture que tu dois utiliser dans le cadre de l'autopartage ». D'un autre côté, ça leur offre des possibilités parce qu'ils sont très à l'écoute des besoins de Car2Go, évidemment. Et toute l'ergonomie de la voiture est conçue en conséquence d'un partage. Donc, on peut parler là, jusqu'à la texture des bancs qui sont faciles à nettoyer, à l'interface, les écrans, la façon dont tu viens chercher la clé. Tout est réfléchi en conséquence de l'utilisation. Mais Car2Go, il y a les voitures qui sont toutes brandées Car2Go, mais il n'y a pas que ces voitures-là qui est possible d'emprunter. On a aussi des voitures qui sont plus haut de gamme, comme on dit. Est-ce que c'est pensé aussi de la même manière pour ces voitures-là? Absolument. On a encore là une expérience, une uniformité dans l'expérience. Quand on se retrouve dans une voiture un peu plus luxueuse, comme tu le dis, on ne voit pas de l'extérieur, on voit moins de l'extérieur que c'est une Car2Go. C'est des voitures plus luxueuses, donc plus discrètes au niveau de l'image de marque, mais c'est vraiment intéressant. Évidemment, c'est des voitures super puissantes. Et bon, dans le coût, il y a un petit quelque chose de supplémentaire qui est chargé. Là. Puis pour les utilisateurs, c'est vraiment une solution qui est intéressante parce qu'on peut avoir les avantages d'une voiture dans la ville sans avoir toute la responsabilité, les problèmes de stationnement. Puis il y a vraiment aussi une prise en main rapide pour tout ce qui est question d'assurance, question de service, un excellent retour par la compagnie Car2Go chez tous les utilisateurs. C'est une compagnie qui est grosse comment, ça, en fait? Bien, c'est gros, c'est international. Hein. On peut emprunter des Car2Go. Ben là, on a appris dernièrement qu'on ne pourra plus le faire à Toronto parce que les législations municipales ne le permettront plus. Mais bon, on peut aller à Vancouver, Londres, Paris, New York. Pas dans le centre-ville de New York, mais dans les pourtours de New York, on peut l'utiliser. Donc, ça fait qu'avec la même carte, quand tu arrives dans un autre pays, ça te permet de l'utiliser. Mais évidemment, un peu comme Uber, c'est quelque chose qui n'existerait pas s'il n'y avait pas les téléphones cellulaires. C'est avec les téléphones cellulaires, quand je suis n'importe où, qui me géolocalise, qui est capable de dire autour de toi, dans un rayon de 50 mètres, 100 mètres ou 1 kilomètre, il y a une voiture qui est disponible, que tu peux aller chercher, puis emprunter, puis relaisser dans une zone qui est desservie par Car2Go. On a le même principe ici au Québec avec Communauto. C'est un principe qui est venu beaucoup avec ce que la technologie peut offrir, puis ça offre vraiment dans l'espèce de... J'aime pas le terme, là, mais quand on parle de cocktail de transport, ça couvre ce qu'un utilisateur qui n'a pas le temps de prendre un autobus pour aller à un rendez-vous ou qui ne veut pas nécessairement payer un taxi parce qu'il veut avoir une certaine mobilité, veut garder la voiture pour le retour également. Ça offre vraiment des choses là, qui révolutionnent le transport urbain. Là. Puis qu'est-ce que tu es allé parler avec Martin de chez Car2Go plus particulièrement? Ben, Martin est le responsable de l'expérience utilisateur là-bas. Puis c'est sûr que nous, historiquement, on connaît des UX qui sont dans le domaine plus, parce qu'on vient de l'expérience interactive, plus du web, le mobile s'est ajouté, après c'est peut-être un peu la télé interactive, mais là on parle d'un UX qui va toucher même à l'expérience à l'intérieur d'un véhicule. Il sort de l'expérience interactive. Après l'app, je m'assois dans un véhicule et lui a ça à faire, a ça à tester. Non seulement il a à le tester, pour lui, son pays d'origine, c'est l'Allemagne ou le Danemark, bien, il a à le tester dans toutes sortes de langages, avec toutes sortes de gens qui n'ont pas une même conception de cette expérience-là. Quand il s'assoit dans une voiture, ne serait-ce que l'odeur, le champ de vision, la façon d'utiliser l'application est différente de pays par pays. Alors non seulement il doit gérer l'expérience sur une app, mais il doit la gérer aussi à l'intérieur d'un véhicule. Puis il y a aussi toute la notion d'environnement qui diffère d'un pays à l'autre. Donc, on a finalement, on a des problématiques qui ne seront pas nécessairement les mêmes si on est en France, si on est en Allemagne ou si on est au Québec. Je sais notamment qu'un des problèmes qu'on peut rencontrer au Québec particulièrement, c'est la température. Absolument. Et il y a eu des gens qui avaient même eu certains problèmes, en fait, avec le fait de
d'ouvrir, débarrer les voitures parce que bon, les portes sont gelées, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Absolument. c'est intéressant parce que si on va sur les services de Car2Go, il y a quand même un service assez rapide. On est capable de rejoindre des gens, d'avoir un retour si on est devant la voiture puis qu'on rencontre des problématiques particulières. C'est quand même important d'être capable de répondre à autant de gens sur autant de situations, de problématiques différentes qui varient d'un pays à l'autre. C'est écoute, énorme. Il faut y penser, ne serait-ce qu'à Montréal, quand il fait moins 40, puis que maintenant, dernièrement, ils ont enlevé le principe de la carte. Je ne sais même plus si elle est encore utilisable, mais avant, c'était une carte que tu passais devant la vitre de la voiture pour débarrer les portes puis activer ta session. Maintenant, ça se fait à travers l'app. Ça semble intéressant en principe, sauf que quand il fait moins 40, puis que tu dois commencer à appuyer puis à rentrer un mot de passe sur ton application, puis tu es à l'extérieur à côté, dans la neige, dans la tourmente, c'est moins rigolo. Je ne suis pas sûr qu'ils lui ont pensé exactement à cette partie-là d'expérience pour des gens au Québec. Peut-être un peu moins pire en Allemagne ou en France, mais ici au Québec, c'est assez costaud comme expérience utilisateur. Mais c'est des choses comme ça que j'ai parlé avec lui dans l'entreprise. So I am based in Stuttgart in Germany, where Daimler's headquarters are. Nice place. But I am in Berlin at the moment. Actually, I'm head of UX. So we call it head of UX and product design. We currently have a team of product designers who will, as I mentioned earlier. So like if you previously, I guess you had a more kind of often you had two roles. You had an interaction designer role and a visual designer role. A lot of companies these days, I guess, have product designers who can do both. They also, as a product designer category, you also do prototyping. You also go on the streets and actually conduct user testing to actually get that exposure to our members. And then we have more of this kind of strategist role, producer roles, which are more about driving the process and doing stakeholder management, asking a lot of questions about what we're doing and making sure we are building the right things. This is also, I think, down to how we are distributed between Hamburg, Berlin, and Stuttgart today. We have a lot of stakeholders in the south. A lot of our development is up north. So we kind of need that connection to the stakeholders. And here the producer role is very helpful to actually facilitate that the process is done in the right way. But the product owner are not necessarily part of your team. They're independent, and you serve them. They have their own department as each needs. Okay, that's interesting. Yeah, we're separate. Yeah. But a product owner, as you describe it, is almost a UX, as the methodology you were describing, which is not always the case in the industry or industries. That the product owner is sometimes a remnant of a programmer or an analyst. Now you're describing somebody that has a lot of methodology like we have, testing on users and stuff like that, and prototyping also. That's very interesting. That's an evolution of the industry right there. I think so. I mean, I actually came to Car2Go as I have my background is in primarily research. I've also worked as a designer for some years, but I actually came to Car2Go as a product owner because there was no UX department at the time, and I was very keen on introducing lean startup techniques and design thinking techniques. And I think as soon as you move into those areas, you see a lot of these things around testing hypotheses, understanding metrics, and so on, doing MVPs, but not just MVPs that are really crappy, but actually like still a proper experience to some extent, like a minimum viable experience, if you will. And here, I think you're absolutely right that the product owner and design role or UX role very much kind of overlap, I think. For me, the experience of Car2Go is not only the app, it's the entire experience. Do you as a UX work with the entire thing, or just with the computer part, or just with the interface part? We've had like designers in the organizations from early on when we started out, and back then it was very much just the apps and website, and so those guys at the time, I've only been there 2 years, but we've had designers here much longer than that. And at that time, it would be, I guess, what we call product designers today, like delivering everything from user flows, wireframes, like visual design and so on. But it was, I would say, quite a tactical job in a way that it was very much like a PO request, for example, and then we would work on the apps or work on the website, and that would pretty much be it. Today we really kind of
over the last 2 years, we've really tried to change what design means at Car2Go. I would sort of say what I often sort of tell people also in the organization who kind of want to know what we do. I see design as more than just the deliverable of like some screens, but very much like a process. So today when we start a new project or a new feature, it's us who drive it more or less. So we will bring a team together of stakeholders, developers, POs, content writers, etc., and work in this kind of an interdisciplinary fashion that you and I know about from user-centered design. But also, instead of doing like the last bit of a feature, we will be much more solutioning with the stakeholders. So we will ask questions of why we're building things, and we will push back if we feel that we are given a brief which is a solution, basically, if that makes sense. It does. I mean, it's very oriented, like you probably heard about that book from Jake Knapp from Google, where design sprints. Exactly, where you're exactly citing, well, it's the methodology that we both know as UX designer, is to take into upstream the problem and ask the real question of why do you need that particular thing to be done? Not necessarily a feature, but sometimes it's a business problem. So it's interesting. So you are there at Car2Go or Daimler to be able to say, okay, we're UXer, we're not delivering something at the end of the process. So you're very much upstream in the process. Yeah, we're really trying to, and it's interesting because we definitely see, I think in the beginning people were questioning like, is this why do we need to be in the room together, all of us? Like we kind of know what we want in a way. Yeah. But today we definitely get the same people come to us and say, hey, could we do what we did last time? Like we can see that you're creating a better output when we actually work together and leverage the different skills. I mean, I know this is often said, but I really think that we experience it here too. That design is not just for the guys in this team. It's guys and girls. It's we work together with other stakeholders, and they can also come up with good design thing like output. So it's I think very important that we're driving this process today, which also includes much more user feedback. So before, we would probably do user testing quite maybe a bit sort of late before we actually start the implementation, or even when we had started the implementation. But today we have an iterative process where we test hypotheses as early as we can, so get feedback early and do a lot of iterations before we actually start building. In the case of your product like Car2Go, how do you test? You have users on the, I mean, you can test in real time with the car, like the car in front of me here. You could say, hey, you're part of a test group. Are you willing to participate? How do you proceed? Yeah, so this is not easy, and especially not if you want to move fast. We do a number of things. So we've just set up. This is actually, so I come from Skype actually back early on, and we used to have like an internal design panel where we could basically in a Skype chat just announce with non-product people, some people from HR and other functions that were not sort of involved so much in the product work. We could do sort of an initial round of early tests, so we could sort of just remove the blind spots that you have when you work on a product day in and day out. So we've just set this up here as well. So this helps us to do some initial rounds of testing. That could be anything from just like showing some paper like sketches. It could also be we stick a tablet in a car and actually with our own prototype, and then actually simulate the experience of renting the vehicle, getting in, and that first experience of actually interacting with the vehicle and getting set up with the seat and everything, get ready to drive and feel comfortable that you can drive this vehicle. So these are things we do with like real external users. We do studies in a lab sometimes when we feel this is a way to do it. We also go on the streets basically and just recruit members and give them 3 minutes. We stand different places in cities and basically just ask people if they have a few minutes to maybe try something out, or even just show us what they're doing with the car they're about to rent in return for some 3 minutes. How do you create persona knowing that you're an international company and some of your users are completely abroad? Yeah, I mean it's definitely a challenge. So we're currently in 8 countries, and I think we support 7 languages if I remember correctly. We just, again, like speed is important. We can't test with users in every country. We use like online remote testing
tools where we can recruit people in North America, for example. But again, the recruitment will never be that accurate. It can be hard to recruit like based on some very specific criteria. So, but still, it gives us sort of some confidence that we can kind of de-risk what we're doing. I think to some extent, actually see, all right, we have a participant here who could actually understand what we're trying to do here. So this is a way of doing it. We also work very closely with our regional teams. So we have, of course, in every location, we have people there that can actually help us give feedback on the work we do. We have like nominated content writers in each language that would work with our content team here in Germany to make sure that things are actually adapted to local languages. We're not always perfect. It's difficult, as you also mentioned, but we're doing our best actually to try and adapt the product. And you have a level of difficulty that's way above just designing an app, because you're interfacing with a car, and the car industry is very, very strict on the laws and the way to interact with people, and maybe not get too much attention from the driver while it's driving. Coming back to what I said in the beginning, that I think we started being very much like designing software as designers in this company, but today it goes beyond that, I would say. Going out on the street and see people actually interacting with the car and the windshield unit, like what sort of responses they get there, what status is the car in, what happens in the app, what happens when they get into the car. These kind of sessions help us like remind ourselves that we are more than just the software we kind of work on every single day. I got quite inspired. I went to a conference in Stockholm last year called From Business to Buttons, where Katie Dilf, at that time she was at Airbnb, was talking, and she was actually mentioning some of the same challenges they have at Airbnb, because there you also have a point in time where Airbnb kind of rely on a host actually creating a good experience for the guest coming to stay at the accommodation, and that is a critical point in time for them, and they were like, we know that we can't control this, and building tools that could help the host actually deliver the best experience possible. And actually we are very much in a similar situation. I mean, you depend on the person that comes before the other person to keep the indeed. Yeah. We definitely do. I mean, we can do our best to service and clean the cars frequently, but there will always be a challenge with, how did the previous member actually treat the car? Where did they park it? Are there any damages, etc.? I mean, I guess our brand claim kind of also speaks to this, being proud to share, and actually this community feel that we think is very important. We are a company. This we cannot and should not hide, but also car sharing is about the city location. It's something good for the city, and treating the vehicle so the next member can have a good experience is something that is very much also as designers important for us to actually take care of here. I think a mindset that we see people are more receptive to sharing the vehicles as well. I think a lot more than just even a few years ago, which also makes the space very, very exciting to be in, I think. But it's definitely important for us to build this kind of community feel around sharing and also taking care of the assets, so people have good experiences there. We have people who are better at who are data scientists, who look into understanding demand better and build, I guess, predictive models for these kind of things. I mean, this changes in every city at every time of the day. So for us to understand where there is a high demand in certain parts of the city is super important. This sort of stuff we leverage as designers, but we have people who are experts in this kind of field. I think there are some opportunities for us to use historical data from like our members, like the way they have driven in the past, to help maybe reduce friction of getting them into like the next trip and so on. So these are things we definitely look into, but also some areas where I think there are some obvious improvements for us to do. And how do you see, I'm not asking to reveal anything in the future of Car2Go, sure, but where do you see the evolution of Car2Go or of community sharing cars? Like short term, so there are some areas of where I think we could definitely improve. I mean, planning trips so you have more kind of reliable service in terms of like having a car when you need it is something. Also, I mean, the other part of the friction I would say is parking the vehicles as well, like getting rid of the vehicles, where I think there are some things that could definitely make it faster and easier. I think
Another huge area for us is keeping the vehicle in good condition, which is absolutely critical. And then, of course, if we think a little bit more long term, the autonomous driving will change everything basically, and actually, I think it will take a lot of the companies out there, mobility providers today, and actually bring them into a very kind of similar space. Suddenly, it would bring it very close to almost taxi driving. I mean, having a car like that would have to be an autonomous car, would never stay idle. It would always have to move around and pick up people all the time, in fact. Yes, and ride hailing and car sharing will be more or less the same thing, and at least for the customers, it will feel like the same thing. So but we come obviously from different backgrounds with those companies out there. So. And you have the chance of working in a company. It's the same company that designed the car that always also do the car sharing. So that the evolution is closer. I'm not going to ask you to talk about that, but I mean it's a definite advantage where we have sharing companies here in Quebec that are not the owner of the cars. The cars would be Toyota or others. So that evolution is less close, and you probably have access to people that designs the car, which is very, very interesting. Yeah, definitely. I mean, we like owning the assets and actually also the technology and know-how, I think will be a benefit. I really think that when it comes to autonomous vehicles and when we get to that point, it's, the best algorithms to actually calculate the routes around will be super important, obviously. The fleet management capabilities as well, I think, but also the customer base, like a sound customer base. So those, I think, are kind of the three areas that come to mind as absolutely critical for that. Si vous voulez en savoir plus sur le transport partagé et l'expérience utilisateur, nous vous conseillons bien sûr de consulter le site de Car2Go ou encore le site de la conférence Moving On. Vous retrouverez les liens vers ces sources sur notre site Internet. C'est déjà la fin de cette édition de The UXer. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous, à partager nos épisodes ou à nous mentionner sur Facebook, Twitter, Instagram. C'est toujours très apprécié. Nous tenons à remercier encore une fois Vues et Voix pour le studio d'enregistrement. Merci également à Perrine Vin pour notre identité graphique et à Bruno Guglielminetti pour ses encouragements et son inspiration à commencer ce projet. Si vous voulez parler à Jean-François ou à moi, vous pouvez également nous joindre sur les médias sociaux ou sur le site internet theuxer.com. Merci d'avoir été là et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.